Chers amis téléspectateurs, je vais vous parler aujourd'hui de la Belle Époque. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les sociétés cultivent généralement la nostalgie des époques précédentes. On se souvient que les anciens rêvaient d'un âge d'or en grande partie mythique. Talleyrand, sous la Restauration, se tournait vers les années de bonheur qui étaient, selon lui, celles de la douceur de vivre des derniers temps de l'Ancien Régime. Et nos contemporains eux-mêmes apparaissent nostalgiques des années 60, ces fameuses 60s, qui étaient une période d'optimisme et qui voyait les baby-boomers ignorer le chômage et regarder l'avenir avec tous les espoirs. Eh bien, il se trouve que les Français des années 1920 ont inventé la formule Belle Époque pour rendre compte de ce qu'avait été la période allant en gros de 1900 à 1914, celle qu'a résumée Jacques Chastenay dans son ouvrage La France de Monsieur Fallières, un des présidents de la République de l'époque. Alors cette Belle Époque, l'était-elle véritablement? C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'établir en quelque sorte un audit, un survol de ce qu'avait été cette France du début du siècle dernier, il y a à peu près un siècle, et la comparaison avec notre temps, évidemment, peut se révéler tout à fait révélatrice et tout à fait intéressante. Alors d'abord, cette Belle Époque, c'est celle qui voit en quelque sorte la victoire ou le triomphe de la Troisième République. Le régime qui est né en 1870 avec la chute du Second Empire semble bien installé. Ce n'était pas gagné d'avance. Les années 70 ont vu la lutte entre les conservateurs monarchistes, majoritaires à l'Assemblée de Bordeaux en 1871, et puis des républicains qui, conduits par Gambetta, ont fini par l'emporter à la fin de la décennie. Mais le nouveau régime n'était pas sorti d'affaire pour autant. Il va connaître une crise importante avec le développement du courant boulangiste en 1886-87. On va ensuite voir se développer au début des années 90 la vague d'attentats anarchistes qui font craindre des tentations révolutionnaires. Et puis en 1898, pendant plusieurs années, c'est l'affaire Dreyfus, évidemment, qui va diviser profondément les Français. Il n'en reste pas moins que le système a réussi à trouver son équilibre, à trouver sa stabilité, appuyé sur un certain nombre de partis, une droite modérée que peut incarner par exemple un Poincaré, une gauche radicale qui a été portée au début par Georges Clemenceau, et puis même un mouvement socialiste, un parti socialiste incarné par Jean Jaurès et qui a fini par émerger une fois qu'a été digérée la répression de la Commune de 1871. En réalité, cette France politique donc a connu un certain nombre d'alternances, et au début de 1914, au printemps 14, les élections voient d'ailleurs une victoire sans appel des gauches, qui, à propos du débat sur la loi du service militaire de 3 ans, votée en 1913, va remporter une très grande victoire, victoire qui laisse un peu rêveur quand on pense que quelques mois plus tard, eh bien, la France va se retrouver plongée dans la guerre que l'on sait. Donc un régime installé et qui va, étant sorti victorieux de la guerre de 14, se doter d'une légitimité solide qui n'était pas encore forcément complètement acquise à la veille du conflit. Cette France, c'est à l'époque une grande puissance économique. On peut considérer qu'elle est 4e ou 5e puissance économique du monde. Il y a les géants, les États-Unis, première puissance économique du monde depuis 1890, l'Allemagne, qui a détrôné en Europe l'Angleterre depuis la même année 1890, l'Angleterre, bien sûr, et puis ensuite, un peu plus loin, il faut le dire, il y a la France qui précède de peu une Russie qui est en pleine ascension, en plein développement, et qui a tout le potentiel pour la dépasser rapidement.
rapidement. Cette France économique, elle est le résultat d'une évolution qui a commencé pour l'essentiel avec la monarchie de Juillet. C'est l'époque où le pays bascule vraiment dans l'industrialisation, l'époque où Guizot encourage les Français à s'enrichir par le travail et par l'épargne. Et puis ensuite, surtout, la période clé qu'a été le Second Empire, avec la multiplication des grands travaux, le développement des banques d'affaires, une croissance tout à fait spectaculaire, notamment durant les années 1860. L'effort a été poursuivi sous la Troisième. On pense notamment au grand ministère Freycinet au début des années 1880, ce qui fait que la France est dans une bonne situation quand on arrive en 1914, même si elle reste encore, sur le plan proprement industriel, à la traîne par rapport aux deux grands voisins anglais et allemands. Cela dit, elle dispose d'infrastructures tout à fait satisfaisantes, notamment en matière d'équipement ferroviaire, près de 40 000 km de voies ferroviaires, ce qui est évidemment considérable. Infrastructures également dans le domaine de l'équipement des ports, donc des atouts incontestables dans ce domaine. Il faut ajouter à cela une épargne considérable. La France a, avec Paris, la deuxième place financière du monde en 1914, après Londres, évidemment. C'est le résultat du long et prospère 19e siècle, au cours duquel les Français ont massivement épargné, bénéficiant d'une stabilité monétaire qui va laisser rêveur quelques années plus tard, puisque c'est le franc germinal de Napoléon de 1803 que l'on va conserver jusqu'à la guerre de 1914, qui en revanche, elle, va ruiner dans une très large mesure l'épargne des Français, ce que va concrétiser en 1928 la dévaluation Poincaré, qui dévaluera de 80% le franc or de 1914. Donc l'activité agricole, l'activité industrielle, l'épargne sont au rendez-vous. Il faut ajouter, et c'est important, on en parle beaucoup aujourd'hui, il faut ajouter les capacités d'innovation. La France est en pointe dans un certain nombre de domaines qui sont tout à fait significatifs des progrès techniques ou scientifiques de l'époque. Ce sont les Français qui sont des pionniers, par exemple, dans le domaine de l'industrie automobile. Les Français sont des pionniers en matière d'aviation. C'est en 1890 Clément Ader qui fait voler son avion. Et Blériot traverse la Manche en 1912. Les Français sont également en pointe dans un domaine comme le cinéma. Ce sont les frères Lumière qui inventent le cinéma, et que dire de la place qu'ils occupent en matière de recherche médicale avec Pasteur, Roux, avec les Curie qui vont commencer à mettre au point les techniques en matière de radio. Alors ce dynamisme économique, il a ses limites quand même. Des entreprises trop petites, souvent familiales. Il n'y a pas eu les phénomènes de concentration qui se sont réalisés en Angleterre, en Allemagne, à plus forte raison aux États-Unis. Une économie encore dominée par l'activité agricole. Tout cela, évidemment, fixe un certain nombre de limites au progrès obtenu dans ce domaine. La société française de l'époque reste dans une large mesure paysanne, rurale. La France est le grenier de l'Europe. C'est une terre d'élection en matière de capacité agricole depuis longtemps, et c'est à l'origine d'ailleurs de son poids, de son importance sur le continent. Donc une masse paysanne encore considérable. Il faudra attendre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale pour que la population urbaine l'emporte sur la population rurale. Les choses iront beaucoup plus lentement que dans les grands pays modernes voisins. Également, en ce qui concerne la société française, il faut signaler l'importance des classes moyennes, qui vont commerçants, artisans, petits paysans propriétaires, rentiers. Ces classes moyennes, elles constituent un peu une sorte de colonne vertébrale de la société française de l'époque et lui donnent dans une très large mesure sa stabilité, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays européens, quand on pense par exemple à la Russie ou à
ou à l'Italie. Une classe ouvrière, bien sûr, qui est apparue en France, mais qui est beaucoup moins développée qu'en Allemagne ou en Angleterre, du fait d'un dynamisme industriel moindre. Une classe ouvrière qui a connu des conditions difficiles au moment de sa formation à l'époque de la monarchie de Juillet, mais qui a vu progressivement son sort s'améliorer du fait de la volonté des pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi du fait de l'émergence d'un puissant mouvement syndical qui va s'organiser autour de la CGT, apparu au Congrès de Limoges en 1895. Mais une classe ouvrière, encore une fois, qui pèse nettement moins lourd que les couches analogues en Angleterre ou en Allemagne. Autre point également concernant la société française, l'excellence de la formation qu'a rendu possible la généralisation de l'enseignement public. C'est une vieille histoire, tout n'a pas commencé avec Jules Ferry, loin de là. Il y a eu auparavant déjà les réalisations de l'Ancien Régime, puis ensuite il y a eu Guizot, il y a eu Victor Duruy, mais depuis les années 1880, on a mis en place un système d'enseignement primaire d'une qualité exceptionnelle et qui aura des conséquences positives à long terme pour la société française. Cette société, elle est acquise en très grande majorité à l'idée du progrès, qui est l'un des moteurs idéologiques du XIXe siècle. Cette société, également, elle est animée par un patriotisme extrêmement puissant qui s'est renforcé après la défaite de 70 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Alors cette France, elle a également, durant les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, les décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale, elle est devenue une grande puissance coloniale. Elle l'avait été dans le passé, mais on le sait, le premier empire colonial français, il avait disparu avant la fin de l'Ancien Régime, lors des désastreux traités de Paris, et même en 1815, au moment de la Restauration, la France était disposée à se contenter des îles à sucre antillaises ou de quelques comptoirs ultramarins. Tout va changer, on le sait, avec l'expédition d'Alger de 1830, qui va déboucher, alors que ce n'était pas au départ prévu ou planifié, sur la conquête de l'Algérie, premier élément du puzzle colonial qui va se constituer au cours des décennies suivantes. Les choses vont avancer, bien sûr, par étapes. L'Algérie, le Sénégal sous le Second Empire, l'extension de cet empire africain sous la Troisième République, avec comme point d'orgue le contrôle de la clé de voûte que constitue le Tchad en 1900, quand les trois colonnes venues, l'une d'Algérie, la mission Fouro-Lamy, l'autre venue du Sénégal par le Soudan, la mission Joal-en-Meignet, enfin la troisième venue du Congo avec Émile Gentil, se retrouvent sur les rives du Tchad et boucle en quelque sorte l'architecture territoriale de cet espace colonial africain tout à fait immense. Il faut ajouter à cela bien sûr Madagascar, il faut ajouter à cela l'installation française en Indochine à partir du Second Empire, complétée sous la Troisième République, et il faut penser aussi aux diverses possessions dont la France a pris le contrôle dans le Pacifique, que ce soit en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Un immense empire colonial donc qui donne aux Français une certaine fierté quand on observe la carte du monde. Un empire colonial, cependant, il faut bien le dire, présentant certaines faiblesses. D'abord, une puissance navale insuffisante pour garantir sa sécurité tous azimuts. Également, un empire colonial qui a été construit suivant souvent des logiques cartographiques plus que des logiques géopolitiques ou économiques. Nous sommes loin de la construction méthodique qui a été celle de l'Empire britannique, avec la sélection spatiale bien mise en lumière par le géopoliticien américain Alfred Mahan. Et cet empire colonial français également, il faut bien dire qu'il y a une bonne partie, ce sont des déserts. L'immensité saharienne, à l'époque, on ne voit pas trop l'intérêt qu'elle peut présenter au moment où les Anglais contrôlent les masses humaines des Indes ou en Afrique du delta du Niger.
légère. Hein. La comparaison avec l'Angleterre est évidemment à l'avantage de celle-ci. Autre point faible concernant cet empire colonial, c'est l'émigration française inexistante vers ces terres d'outre-mer. Il n'y aura quasiment pas de colonies de peuplement. Hein. Il faudra faire appel à des Espagnols, des Maltais, des Italiens, en grande partie pour peupler ne serait-ce que l'Algérie. Ça, c'est le résultat d'une situation démographique qui, à l'époque, évidemment, n'est pas véritablement satisfaisante. Il n'empêche que la France de l'époque, elle a retrouvé son rang sur le plan international à la veille de la Première Guerre mondiale. Elle revenait de loin. 1871, après la défaite face à l'Allemagne, la France est complètement isolée. Elle est contrainte à ce que l'on appelle à l'époque le recueillement pour essayer de retrouver de nouvelles alliances. Il lui faudra près de 20 ans, hein, avec l'alliance franco-russe en 1891-93, puis l'entente cordiale en 1904 avec les Anglais, l'apaisement dans les relations avec l'Italie en 1902. En 1914, la France n'est pas isolée, elle se retrouve intégrée à un système d'alliance qui contribue évidemment à sa sécurité face à des empires centraux qui, dans leur rapport de force, apparaissent évidemment bien mieux placés qu'elle. Tout ça, c'est le résultat aussi de l'action diplomatique d'un certain nombre d'hommes du Quai d'Orsay, Delcassé, les frères Cambon, qui ont beaucoup travaillé en ce sens. Hein. La France, c'est également une puissance militaire. Ça contribue à ce retour sur la scène internationale. Hein. 700 000 hommes sur le pied de guerre en temps de paix. Des moyens également techniques. Hein. Le fameux canon de 75 est le meilleur de sa catégorie à la veille de 1914. Les Français se sont dotés en 1875 d'une école supérieure de guerre analogue à ce qu'avaient fait leurs adversaires allemands. Ces Français, ils ont encore affirmé leur volonté de faire face à toute menace en 1913 avec la fameuse loi de 3 ans. Hein. Un point toutefois de faiblesse, c'est le domaine de la marine, où là, par rapport aux grandes puissances navales du temps, l'Angleterre puis la toute nouvelle puissance allemande en ce domaine, pour ne rien dire des États-Unis, eh bien là, les Français paraissent nettement à la traîne. Autre élément de la puissance et de l'influence française à l'époque, c'est le rayonnement culturel du pays. 1900, c'est l'exposition universelle de Paris. C'est une sorte d'apogée pour la capitale française qui gagne à cette occasion son nom de ville lumière, hein, après les grandes expositions de 1857, 67, 89, 1900 marque encore une fois en quelque sorte l'apogée de Paris, qui apparaît à l'époque un peu comme la ville, la capitale de toutes les avant-gardes dans tous les domaines de l'art et de la culture, que ce soit la littérature, la peinture, etc., en un temps où la langue française connaît un succès universel et où il est la première langue dans bon nombre de pays. Alors derrière ce tableau plutôt encourageant, plutôt positif, il y a un point évidemment de faiblesse qu'il faut mettre en lumière, c'est la faiblesse démographique du pays. La France a été le pays le plus peuplé d'Europe occidentale jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est en France qu'a commencé, en même temps qu'en Angleterre, la révolution démographique, mais c'est aussi au XIXe siècle en France qu'a commencé la transition démographique, marquée par une chute très nette de la fécondité et de la natalité. Et ça, c'est un point évidemment important, cette faiblesse démographique qui va évidemment être aggravée par l'immense carnage que va être la Première Guerre mondiale. Hein. Alors, conclusion de tout cela, nous avons en 1914 une France qui possède un certain nombre d'atouts de puissance qui sont loin d'être négligeables, mais avec quelques faiblesses structurelles importantes, cette faiblesse démographique par rapport à ses grands voisins, également des retards en matière de développement industriel, non pas quant au niveau technique, mais plutôt quant à la structure des entreprises. Autant dire que la victoire obtenue en 1914
1918 au prix de sacrifices immenses consentis par les Français, eh bien cette victoire était en fait largement illusoire du fait des faiblesses structurelles que l'on pouvait pointer dès 1914. Au milieu de la tourmente et des événements terribles des guerres de Vendée, comme dans la plupart des guerres, se sont révélés des caractères hors du commun et des personnalités extraordinaires. Ces guerres de Vendée, qui se sont déroulées entre 1793 et 1800 à peu près, ont bouleversé nombre de destins qui à l'origine étaient bien loin des champs de bataille. C'est le cas de Renée Bordereau, dite Brave Langevin, dont je vais vous parler aujourd'hui. Sous ce nom à consonance masculine se cache en réalité une jeune femme dont les exploits pendant les guerres de Vendée vont faire l'admiration de ses compagnons d'armes et d'infortune. Renée Bordereau est la fille de parents pauvres mais honnêtes, comme elle se présente elle-même dans ses mémoires. Elle est née en juin 1770 dans un petit village au sud d'Angers, à Soulaines-sur-Aubance, au cœur de ce que l'on nommera plus tard la Vendée militaire. En 1793, Renée a 23 ans quand plus de 40 membres de sa famille sont massacrés par les soldats républicains. Ces soldats républicains, ces tristement célèbres bleus, comme on les surnomme, envoyés par la Convention pour écraser le peuple vendéen qui refuse l'effacement identitaire imposé par le nouveau régime. Comme tous ses compatriotes de l'Ouest, Renée est scandalisée, ulcérée, non seulement par la mort du roi, mais elle est révoltée aussi que l'on touche aux traditions ancestrales, que l'on enrôle des hommes pour les envoyer se battre sur des frontières lointaines, et surtout que le pouvoir républicain s'attaque aux prêtres et à la religion. En outre, la cruauté des Bleus est à la mesure de l'intolérance du régime. Ils pillent, ils brûlent, violent et massacrent hommes, femmes et enfants. Quand son père est tué sous ses yeux, Renée se fait alors la promesse de sacrifier son corps au roi, d'offrir son âme à Dieu et de se battre jusqu'à la mort ou la victoire. Elle s'achète un fusil à 2 coups, s'entraîne au tir quelque temps et quand elle considère qu'elle maîtrise suffisamment, qu'elle est assez bonne tireuse, elle s'habille en homme et peut ainsi se mêler au groupe de 500 hommes de sa paroisse qui part rejoindre l'armée de Vendée. Son baptême du feu se fait derrière l'Escure à la prise de Cholet. Puis elle se battra tour à tour dans les troupes de Catlino, de Stofflet, de La Roche-Jacquelin. Tous célèbres chefs vendéens. Renée est bientôt surnommé Langevin, personne ne se doutant que sous les traits de ce jeune combattant intrépide se cache en fait une femme. Devant son courage, sa folle audace, sa mansuétude parfois, mais aussi sa férocité contre les soldats républicains, ses camarades ne tardent pas à rajouter « brave » à son premier surnom. Brave Langevin, sabre et tue. Elle se bat à pied ou à cheval, elle est de tous les combats, elle est toujours volontaire et fait preuve de nombreuses et judicieuses initiatives. En tout, elle sera blessée 5 fois, car elle se porte toujours en avant. On la voit un jour dans une petite commune à Villers, entre Saumur et Cholet, où on la voit tuer 11 hussards à elle toute seule. En septembre 93, elle sabre 21 bleus en une journée et ne s'arrête que lorsque la lame de son sabre se brise sur la tête du dernier. À Chemillé, elle en tue 2 d'un seul coup, 2 en même temps. L'un d'un coup de sabre, l'autre en lui tirant dessus. Sur le pont de C, elle bloque avec 8 de ses camarades une avancée des Bleus qui était plus de 600. Les Bleus terminent dans la Loire et Sinois. Alors on peut dire que c'est un combattant hors pair. Mais évidemment, elle est blessée pendant tous ces combats. Mais ces blessures, au nombre de 5, comme je vous le disais, ne l'empêchent pas de se battre. Elle reçoit une balle dans la jambe, puis une autre sous l'oreille. On la croit morte à ce moment-là. Elle repart au combat. La voilà blessée au bras droit, qu'à cela ne tienne. Elle s'entraîne pendant des heures à tirer du bras gauche. Stofflet, qui la remarque un jour à la tête de ses cavaliers avec son bras en écharpe, elle a reçu la veille un coup de sabre, lui ordonne de se retirer des combats et d'aller se reposer. Elle refuse avec beaucoup de véhémence. Et Stofflet est prêt à la corriger du plat de son sabre, parce qu'elle désobéit,
quand un gentilhomme de l'entourage de Stofflet intervient et dit à Stofflet que s'il connaissait ce cavalier, il ne voudrait pas le frapper. Alors Stofflet demande si c'est quelque seigneur qu'il ne connaît pas. Son lieutenant lui répond « Non, mais je vous répète que c'est un de vos meilleurs cavaliers, il veut mourir à l'avant-garde, c'est son dernier mot ». Stofflet apprend alors la véritable identité de Brave Langevin et il la considère à partir de ce moment-là avec un grand respect et écoutera même plusieurs fois ses suggestions stratégiques. Pendant la bataille d'Angers, les 3 et 4 décembre 1793, un échec pour les Vendéens, déjà épuisés, on est après la virée de Galerne, Brave Langevin ramasse les boulets qu'elle trouve sur le champ de bataille pour les porter aux Vendéens qui manquent non seulement d'artillerie mais aussi de munitions. Elle recommence au Mans, un peu plus tard, où elle s'active la même chose sur le champ de bataille de 5 h du matin à 4 h de l'après-midi, malgré l'épuisement. Quand tout semble perdu, Brave Langevin tient bon et redonne du courage à tous. Un jour, elle empêche des fuyards d'abandonner leur poste en promettant une troupe de 1000 hommes alors qu'elle sait qu'ils ne seront que 500. Les grands chefs vendéens, comme La Roche-Jacquelin ou Stofflet, lui confient les missions difficiles. Ils savent qu'elle ne faillira pas. En plus, elle connaît très bien le terrain. Elle ne recule pas facilement. Elle reste, encore une fois, quand tout semble perdu. Et surtout, elle recueille et elle se bat pour les blessés. Beaucoup de Vendéens prisonniers lui devront la vie. Elle fait partie de l'expédition qui délivre 800 femmes acheminées, des femmes qui devaient être exécutées le lendemain matin. Elle est aussi au Mont-Saint-Michel pour délivrer les 450 prêtres qui sont retenus prisonniers. Mais si elle frappe sans hésiter et tue les républicains, Renée Bordereau est aussi une femme d'une grande générosité. Elle le prouvera à de nombreuses reprises. Un jour, elle tue un hussard, récupère la monture de celui-ci, la vend et donne à son commandement d'arrondissement, qui est père de 2 enfants, et qu'elle sait sans ressources. Une autre fois, elle se bat en duel pour récupérer 3 vaches, non pour elle, mais pour nourrir les blessés. Elle pense toujours aux plus faibles. Pendant ces événements de Vendée, un grand nombre de personnes lui devront la vie. On cite le comte et la comtesse de la Bouère. On cite aussi une mademoiselle de Grignon, une jeune fille paralytique que Brave Langevin, pendant la virée de Galerne, portait dans ses bras pour la cacher et la soustraire aux Bleus. Tous se souviendront et témoigneront de l'aide qu'elle leur a apportée. Et dans ses actes de courage, comme dans sa générosité, Brave Langevin reste humble et simple. Elle fait tout cela sans aucune forfanterie. Une autre fois, à Laval, elle épargne un commissaire de la République car il lui prouve qu'il a caché 3 prêtres. Elle ira même jusqu'à lui faire rendre l'argent qu'on lui a pris et sa montre. Elle se montre juste, mais encore une fois, elle est témoin de telles horreurs de la part des Bleus qu'elle n'a aucune hésitation pour éliminer ses ennemis. Le jour où le hasard l'a fait rencontrer l'un de ses oncles qui dirige une compagnie de républicains et qu'elle sait, un oncle qu'elle sait responsable de la mort de son père, elle le tue sans hésiter. Alors, après la désastreuse virée de Galerne, elle va se cacher et rassembler une petite troupe autour d'elle, une troupe d'une 15aine d'hommes, et une troupe avec laquelle elle va continuer à harceler les républicains. C'est ainsi que de coup de main en coup de main, elle réussit à délivrer encore une fois plusieurs groupes de prisonniers promis à la mort. Ces prisonniers témoigneront encore de ses exploits. Il serait très long et trop long de faire la liste complète des coups de main, embuscades, combats, opérations diverses auxquels Brave Langevin a participé. Ce n'est ici qu'un aperçu de ses exploits. En 1795, le traité de la Jaunée est signé entre Charette, un certain nombre de chefs vendéens et des représentants de la Convention. Mais malgré ce traité, Renée continue à vivre clandestinement. Elle n'a aucune confiance en la paix républicaine. Et elle a raison, car sa tête est toujours mise à prix pour une somme de 40 000 francs. Elle se fond alors à la population avec le meilleur des camouflages en remettant ses habits de femme. Puis, elle reprend la lutte plusieurs fois jusqu'à la paix de 1800. Après, elle reste un petit peu tranquille, mais Renée recommence à s'agiter sous l'Empire. C'est le roi qu'elle veut pour gouverner la France et non pas un empereur. La voilà encore pourchassée et finalement reconnue et arrêtée en 1809 pour être emprisonnée pendant 5 ans, tout d'abord au château d'Angers, dans des conditions déjà difficiles, et puis après une tentative d'évasion au Mont-Saint-Michel, là dans des conditions extrêmement dures, voire inhumaines. Le retour définitif de Louis XVIII permet à Renée de retrouver enfin une vie paisible après sa libération. Elle recevra une pension en reconnaissance de ses services et sera décorée du lys par le duc de Berry. La comtesse de La Roche-Jacquelin la présentera même au prince de Condé. Renée Bordereau, dit Brave Langevin, écrit ses mémoires à la demande de ses amis. Mémoires qui paraissent en 1814 et qui restent un témoignage extraordinaire et poignant sur les combats et les massacres de la guerre de Vendée.
Elle s'éteint en 1822 après une longue et douloureuse maladie qu'elle affronte avec le même courage que dans tous ses combats. Et je terminerai par une phrase extraite de l'avant-propos de ses mémoires et qui résume plutôt bien les exploits et l'esprit qui animait René Bordereau, soldat de l'armée catholique et royale. C'était elle qui faisait l'arrière-garde dans la retraite, comme c'était elle qui avait fait l'avant-garde dans l'attaque. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Lentz, spécialiste d'histoire napoléonienne, hein, qui nous a donné ces dernières années une histoire du consulat et de l'Empire qui fait autorité, plus récemment un dictionnaire des institutions du Premier Empire, et qui publie le Mémorial de Sainte-Hélène, mais une édition tout à fait particulière, puisque c'est une édition du texte original qui a été retrouvé récemment en Angleterre, et il nous expliquera dans quelles circonstances. Et puis, c'est un spécialiste de Napoléon, mais qui a aussi d'autres centres d'intérêt, et qui a publié également récemment un ouvrage consacré cette fois à Hitler, hein, Le diable sur la montagne, Hitler au Berghof, 1922-1944, aux éditions Perrin. Le Mémorial de Sainte-Hélène est publié également aux éditions Perrin. Donc nous allons parler de deux personnages, on le voit, fort différents au cours de cette séquence. Alors, tout d'abord, Napoléon. Le Mémorial de Sainte-Hélène, c'est un document évidemment majeur pour l'historiographie napoléonienne, qui a joué un rôle considérable dans la genèse de la légende impériale au XIXe siècle. Alors, qui en est l'auteur? Dans quelles circonstances est-ce que ce texte a été rédigé? Quelle a été sa réception en France à l'époque, tout d'abord, avant d'en venir au dernier développement que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la découverte en Angleterre du manuscrit originel. Alors, le Mémorial de Sainte-Hélène est donc un ouvrage signé Emmanuel de Lascaz. Emmanuel de Lascaz est un conseiller d'État qui a accompagné Napoléon à Sainte-Hélène pour lui servir de secrétaire. Et il est resté à Sainte-Hélène jusqu'en décembre 1816, moment auquel il a été expulsé par le gouverneur Hudson Lowe. Et le gouverneur, en même temps, lui a confisqué ses papiers parce que dans ces papiers, il y avait ce que Lascaz lui-même avait intitulé à l'époque les Mémoires de Napoléon, qui était le fruit de ses conversations avec Napoléon, car dans cet entourage qui avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène, il y avait beaucoup de militaires, hein, il y avait Gourgaud, Montholon, Bertrand, et puis il y avait un civil très cultivé, à la conversation brillante, qui était Emmanuel de Lascaz, et Napoléon lui a donné sa préférence dans cette, on va dire, cette grosse première année de son exil, ce qui d'ailleurs rendait fou de jalousie les généraux, mais enfin peu importe. Lascaz avait donc établi un manuscrit de ces conversations qui était, on le sait aujourd'hui, prêt à imprimer, puisqu'il avait déjà écrit la page de garde, écrit un sommaire, il avait déjà placé des notes, etc. Mais là, pas de chance pour Lascaz, les Anglais confisquent ce manuscrit qui représente à peu près 900 pages et annoncent qu'ils ne le lui rendront qu'après la mort de Napoléon, car ils considèrent que, comme ce sont des propos de Napoléon, ça appartient à Napoléon et que Lascaz ne pourra en disposer qu'une fois Napoléon mort. Donc Napoléon meurt le 5 mai 1821 et en septembre, le gouvernement britannique restitue ces papiers à Lascaz, qui donc se met à travailler pour l'édition et commence à publier à partir de janvier 1823, donc un an et demi plus tard, ce qu'il lui intitule à partir de ce moment-là le Mémorial de Sainte-Hélène. Il y en aura 8 volumes et ce sera, on va dire, un grand succès de librairie du 19e siècle, non pas le plus grand, puisque le plus grand succès de librairie du 19e siècle, c'est comme d'habitude les fables de La Fontaine, mais là, il aura un certain succès. D'après les enfants Lascaz, ils auraient vendu
40 000 exemplaires, donc 40 000 exemplaires de la collection, ce qui était considérable au XIXe siècle. Et ce mémorial va donc révolutionner à la fois l'historiographie, comme vous le disiez, mais surtout il va venir en soutien de la légende napoléonienne et même de l'idée politique napoléonienne, puisqu'il va devenir la Bible des libéraux bonapartistes à partir de 1823, et sans aucun doute va préparer le chemin de Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra président de la République en 1948. Et alors, les autres qui étaient présents auprès de Napoléon, les militaires que vous évoquiez il y a un instant, ils ont laissé aussi des témoignages concernant leur séjour à Sainte-Hélène et leurs échanges avec Napoléon. Oui, alors ils ont laissé des témoignages, mais qui ont été publiés bien après. Bien plus tard. C'est-à-dire que le premier à publier, c'est le général de Montholon, qui profite de la vague bonapartiste des années 1840 pour publier ses propres souvenirs. Le général Gourgaud avait écrit un journal qui sera publié dans les années 1880. Et le général Bertrand, lui, avait laissé, alors probablement les écrits les plus valables sur le plan de la réalité historique. Il avait laissé des notes qu'il avait codées, car il ne voulait pas que les Anglais puissent tomber sur ces notes. Et ça n'a été publié que dans les années 1950. Donc les généraux, si vous voulez, ont été un petit peu écartés. Et ils ne font pas réellement partie de ce qu'Heinrich Heine a appelé les évangélistes de Sainte-Hélène, puisqu'ils ont publié après la mort de Heine, grosso modo, sauf Montholon. En revanche, on a d'autres témoignages à peu près contemporains et même un peu antérieurs à Lascaz. C'est le docteur O'Meara, qui était le premier médecin de Napoléon à Sainte-Hélène, qui lui publie dès 1822, donc avant Lascaz. D'ailleurs, on sait que Lascaz et lui ont eu des relations et qu'ils ont, rendu cohérent leurs deux manuscrits. Et puis, bien sûr, il y a une quantité de témoignages. Le valet de chambre Louis Marchand, dont les mémoires ne sont publiées là aussi que dans les années 1950. Le fameux Mamelouk Ali, début du XXe siècle. Donc, vous voyez, en souvenir direct de Sainte-Hélène, on n'a guère que O'Meara et Lascaz pendant la première moitié du XIXe siècle. Et alors, ce mémorial, qu'est-ce qu'il apportait de nouveau qui a fait son succès à l'époque? Alors, d'abord, il racontait le début de l'exil. Et le début de l'exil à Sainte-Hélène a été très difficile pour Napoléon. D'abord parce que la maison où il devait habiter n'était pas prête, il a fallu y faire des travaux, puis Napoléon a beaucoup lutté contre les Anglais à ce moment-là, donc une ambiance un peu délétère, due notamment à l'arrivée du gouverneur Hudson Law en avril 1816, et donc Lascaz fait une grande partie du mémorial sur ces tourments de Napoléon, en quelque sorte. Si bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, le directeur des domaines de Sainte-Hélène nous dit que souvent les visiteurs arrivant à Longwood sont très déçus parce que la maison est belle, parce que la maison est fleurie, parce que la maison a été est repeinte comme elle avait été en 1821 et non pas en 1816 au moment de Lascaz, parce que le mémorial a imprimé dans les esprits cette idée d'un exil noir, venteux, pluvieux, très désagréable. Et puis la deuxième chose que le mémorial imprimé, là nous parlons de l'imprimé, a apporté, c'est sur le plan politique une vision d'un Napoléon libéral. C'est-à-dire que Lascaz fait parler Napoléon, on va dire, à longueur de page, et Napoléon se présente lui-même, si l'on en croit Lascaz. Alors il faut bien savoir le lire, parfois il y a des guillemets, parfois il n'y en a pas, parfois c'est Lascaz qui parle, parfois c'est Lascaz qui dit Napoléon avoir entendu dire que, etc. Un Napoléon libéral qui dit en gros, j'avais instauré l'égalité, ma prochaine étape, ça aurait été d'instaurer la liberté. Voilà. Et un champion des nationalités. Champion des nationalités, champion de la liberté, c'est-à-dire tout ce que Napoléon n'a pas été réellement pendant son règne. Oui, c'est ça. Et ça a été pris pour argent comptant par les libéraux et les bonapartistes, parce qu'à ce moment-là, au moment de la parution du mémorial, on est juste à la fin du règne de Louis XVIII. Louis XVIII est en fin de course. Il va y avoir l'avènement du comte d'Artois, donc Charles X, dont tout le monde se doute bien qu'il n'est pas aussi moderne, on va dire, que Louis XVIII. Et donc les libéraux et les bonapartistes se sont alliés politiquement pour s'opposer à la monarchie à ce moment-là. Donc ça tombe très bien, le mémorial, puisque être libéral et être bonapartiste, finalement,
réellement, à la fin, c'est la même chose. Et donc, on finit par s'entendre et s'allier. C'est un témoignage qui s'est trouvé ainsi valorisé. Et est-ce que le retour des cendres en 1840 a contribué à encourager justement les gens à lire le mémorial? Oui, alors le mémorial a connu 5 ou 6 éditions déjà dans les années 1820-1830. À chaque édition, d'ailleurs, Lascaz a modifié des choses à l'intérieur du mémorial. Alors il y a la grande édition du mémorial de Sainte-Hélène imprimée, c'est celle de Marcel Dunant qui date des années 1950, où il mentionne toutes les variantes. D'accord. Et puis au moment du retour des cendres, Lascaz aurait dû participer à l'expédition du retour des cendres, mais il est devenu quasiment aveugle. Et c'est son fils, Emmanuel Ponce, qui était déjà à Sainte-Hélène avec lui en 1815-16, c'est lui qui va aller avec l'expédition recueillir les cendres de Napoléon. Et là, il va y avoir une nouvelle édition du mémorial en 40, et puis en 42, il va y avoir une édition illustrée par Charlet, très recherchée par les bibliophiles, mais c'est le moment de la mort de Lascaz, puisque Lascaz va mourir en 42, et donc à partir de ce moment-là, comme il n'y a pas de droit d'auteur, Lascaz a pris bien soin de conseiller ses enfants, et c'est une de ses filles qui va continuer à exploiter le mémorial, pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle, le moment, on va dire, où il va tomber dans le domaine public, même s'il n'y avait pas à ce moment-là de droit de l'édition aussi fini qu'aujourd'hui. Et il a bénéficié aussi, j'imagine, du retour d'un Bonaparte sur le trône pendant le Second Empire. Ah oui, bien sûr, oui, c'est-à-dire qu'il est devenu sur le plan politique, on va dire, presque les mémoires de Napoléon, en quelque sorte. Et puis, sur le plan historiographique, il est devenu une des sources principales de l'histoire napoléonienne. Nous l'avons tous fait, et moi le premier d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye d'avoir une opinion de Napoléon sur quelque chose, on va d'abord voir dans le mémorial de Sainte-Hélène si quelque chose figure. Et on n'est jamais déçu, puisque le mémorial représenterait, si vous voulez, le manuscrit de départ représentait 900 pages, le mémorial en ferait presque 3000. Donc dans ces 3000, on trouve toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Et on peut faire confiance à Lascaz au compte-rendu qu'il nous donne de ces conversations? C'est un peu le problème que pose l'édition de ce manuscrit-là que nous avons retrouvé, enfin que Peter Hicks, mon collègue, a retrouvé aux archives anglaises, c'est qu'on s'aperçoit que Lascaz a ajouté pratiquement 2/3 par rapport au manuscrit qu'il avait composé à Sainte-Hélène. Au manuscrit initial. Voilà. Donc, mais qu'on lui avait rendu. Qu'on lui avait rendu dans l'état d'origine, donc c'était 900 pages manuscrites d'après les rapports anglais. Et ces 900 pages deviennent tout à coup 3000. Alors pas tout à coup, il met 1 an et demi, 2 ans pour le faire, mais enfin, donc il y a des rajouts, et c'est, on va dire, la grande question que pose ce manuscrit original, qui est, la question est la suivante: est-ce que Lascaz a inventé ce qu'il a ajouté, ou est-ce qu'il a eu des réminiscences, est-ce qu'il s'est rappelé de choses? Il a eu beaucoup d'années pour y penser, pour prendre des notes, pour ajouter des choses. Donc il est fort possible que sur le rajout, ce soit la première version sont peut-être des notes rapidement prises, et puis il a peut-être changé la forme pour lui donner une allure plus complète. Oui, alors j'aurais bien aimé que ce soit ça, évidemment, comme tout le monde, mais sauf que ça n'est pas ça. C'est-à-dire que la première version est véritablement une version préparée pour la publication. C'est-à-dire que Lascaz est allé, je vous le disais, jusqu'à faire une page de garde, jusqu'à préparer un sommaire, les phrases sont écrites, ça n'est absolument pas télégraphique, c'est véritablement son journal au jour le jour, dans lequel, bien sûr, il raconte alors beaucoup de choses sur la vie quotidienne à Sainte-Hélène, parfois même d'ailleurs des choses qu'il ne gardera pas pour le manuscrit imprimé, enfin pour le mémorial imprimé. Des choses un peu plus personnelles. Par exemple, on comprend qu'une dame dont il parle beaucoup dans le mémorial, qui est Lady Clavering, a été sa maîtresse. Voilà, tout ça, il l'enlèvera dans l'imprimé, ça n'intéresse pas les gens. Et ce qui va rester, ça n'est pas quelque chose qui est, sur le plan des faits, fondamentalement différent. Je veux dire, quand Napoléon est allé se promener, il est allé aussi se promener dans la version imprimée. Sur le plan politique, il y a des petites pointes de libéralisme dans les
propos de Napoléon, mais je dirais des pointes de libéralisme que Lascaz transforme en 30, 40, 50 pages en argumentaire dans la version imprimée. Substantielle. Oui, oui, oui. Il manque des tas de choses dans le manuscrit. Alors je répète toujours, parce que quelques napoléonistes, on va dire inquiets, nous ont reproché presque d'être stipendiés par le gouvernement britannique, n'est-ce pas, pour tuer la légende napoléonienne, ce qui est quand même pas le rôle du directeur de la Fondation Napoléon. Comment dire, les choses qui ne sont pas dans le manuscrit par rapport à la version imprimée, nous n'avons jamais dit que Lascaz les avait inventées. Nous pensons qu'il a eu des réminiscences, mais que, ma foi, lorsque la citation passe de 4 lignes à 25 pages, on a quand même des doutes sur son authenticité absolue. Napoléon l'a peut-être dit, mais il l'a sûrement pas dit comme ça. Des développements ultérieurs. Lascaz est un très grand écrivain, il trouve des formules. Et alors là, c'est là que nos amis napoléonistes ont beaucoup de peine. Par exemple, cette formule que nous avons tous utilisée, et qu'on continuera sans doute à utiliser, quel roman que ma vie, que Napoléon aurait dit, parce que Napoléon aurait dit à Lascaz, ben, ça ne figure pas dans le manuscrit, de même d'ailleurs que toute la conversation qu'il y a autour. Je suis le messie de la Révolution. Ben, Napoléon ne le dit pas dans le manuscrit. Il y a aussi des phrases, ce qu'aiment beaucoup les spécialistes d'histoire militaire, lorsque Napoléon parle du maréchal Lannes, il dit à un moment donné, enfin, dans le manuscrit, dans l'imprimé, il dit « Je l'ai connu pygmée, je l'ai perdu géant ». C'est magnifique pour le maréchal Lannes, mais ça ne figure pas dans le manuscrit non plus. Il y a autre chose. Moi, je bats ma coulpe, par exemple, enfin, je bats ma coulpe. Je l'ignorais, donc je n'ai pas à la battre, vraiment, mais il y a, par exemple, dans l'imprimé, une bonne vingtaine de pages de description des ministres de Napoléon. Alors, il n'est pas sans revue. Alors, Decrès était comme ci, Fouché était comme ça, enfin, etc. Donc, moi qui ai fait une étude sur les ministres de Napoléon, mais je m'en suis évidemment servi. Alors, heureusement à l'époque, très raisonnablement, mais peu importe. Et en fait, ces 20 pages ne figurent pas dans le manuscrit. Donc on va jusqu'à ce type de détails qui sont des portraits qu'aurait fait Napoléon de personnalité de son règne. Qui peuvent paraître qui n'ont pas été notés à vif, en tout cas, ou sur le vif, pardon, par Lascaz. Et alors, comment expliquer qu'on ait retrouvé ce manuscrit en Angleterre, puisque ça avait été rendu à Lascaz? Oui. Alors, les Anglais restent les Anglais, ou étaient déjà les Anglais à cette époque, c'est-à-dire qu'ils ont pris une copie. Ah, ben voilà. Alors, ils ont pris une copie immédiatement. On a identifié que c'est 1817, la copie, d'après le filigrane du papier. Donc en 1817, il confie à des gens du Colonial Office, donc les bureaux de Lord Bathurst, le ministre de la guerre et des colonies, de recopier. Et alors, ce qui est assez fascinant dans cette copie, c'est qu'elle est faite telle que le copiste a eu le manuscrit. C'est-à-dire que les repentirs sont notés, les rayures sont notées, les notes de Napoléon en marge sont notées, ce qui prouve que Napoléon avait vu le manuscrit de Lascaz. Et puis on ajoute ensuite des notes d'Hudson Lowe, parce que quand Hudson Lowe va rentrer de Sainte-Hélène, on va lui montrer ce manuscrit pour qu'il puisse y prendre des notes. Et puis on a fait, en marge de la copie, des petits dossiers sur des thèmes. Par exemple, les portraits du gouverneur. On en a fait un petit dossier pour éventuellement on puisse s'en servir si Lascaz venait à écrire autre chose. Au fond, je pense que c'est ça qui a poussé les Anglais. Mais les Anglais sont comme ils sont toujours, leurs problèmes étaient réglés, ils ont laissé parler, quoi, en quelque sorte. Et cette copie a été complètement oubliée dans les papiers de Lord Bathurst, qui a révélé ses inventaires dans les années 1920, donc à partir de 1926. On pouvait connaître l'existence de ce manuscrit, mais personne ne l'a remarqué. L'inventaire était imprimé et publié. Et puis, ça a été déposé à la British Library dans les années 1960. Et là, ça figurait dans les inventaires de la British. Donc, il était impossible de passer à côté. Sauf qu'il a fallu attendre 50 ans pour que Peter Hicks le découvre. On n'a pas cherché où il fallait. Voilà. C'est le résultat d'une enquête tout à fait passionnante, qui intéressera évidemment en priorité tous ceux qui sont des adeptes de l'histoire napoléonienne. Alors, il nous reste un peu de temps. Je voulais que nous puissions parler également de votre autre ouvrage, Le diable sur la montagne, Hitler au Berlin
Berghoff, donc aux éditions Perrin. Alors on est un peu surpris parce qu'on vous connaît comme le grand spécialiste de Napoléon, et voilà un intérêt pour le Führer un peu inattendu. Comment êtes-vous venu à vous intéresser à ce sujet? Alors, disons d'abord, on a tous un deuxième centre d'intérêt. Moi, c'est plutôt l'Europe des années 30-40. Donc c'est un sujet qui m'intéressait. Puis, c'est à l'occasion de vacances dans la région de Salzbourg que l'Obersalzberg, donc la montagne d'Hitler étant pas loin, j'y suis allé. En croyant les guides, en me disant il n'y a rien à voir. Mais d'abord, ma première surprise, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes tous les jours qui visitent cet endroit, où on nous dit qu'il n'y a rien à voir, et effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir, mais en même temps, tout y est. C'est-à-dire que tout ce que les nazis avaient construit sur cette montagne existe. Et donc, par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Et en fait, la bibliographie sur cet endroit, à l'époque d'Hitler, est très faible. Elle existe en allemand, un petit peu, dans la région de Berchtesgaden. Mais quand on parle d'Hitler, on dit, il va au Berghof, il revient du Berghof, il séjourne au Berghof. Mais on ne se rend pas compte qu'il passe un quart de son temps de pouvoir dans sa maison, le Berghof, et que pendant la guerre, de 1940 à 1944, il y passe 19 mois. C'est-à-dire, c'est la capitale de l'Allemagne. Parce que c'est une résidence d'été, à l'origine. Alors, c'était une résidence personnelle. En fait, c'est la seule vraie résidence d'Hitler, puisqu'il est plutôt nomade habituellement. Il passe très peu de temps à Berlin, il n'aime pas la ville. Il passe beaucoup de temps dans ses quartiers généraux, évidemment. Mais quand on regarde le bilan jour par jour, c'est là qu'il passe du temps. D'ailleurs, à l'époque de la guerre, les opposants l'appelaient le dictateur du Berghof. Ce qui montre bien qu'on avait identifié que son lieu était cette maison qui avait été entourée de tous les services. C'est-à-dire qu'on voit souvent le chalet, qui était bien protégé par des petites collines et de la végétation, et derrière, il y a des bâtiments de gouvernement. Il y a les chalets des autres, Bormann, Göring, Speer. Il y a 2000 SS qui sont stationnés à 50 mètres du Berghof. On ne les voit pas parce que tout ça est bien protégé. À Berchtesgaden même, on a construit une chancellerie, on a construit un état-major de la Wehrmacht. Donc toute cette petite région devient la deuxième capitale du Reich. Et qu'on connaissait surtout par les images jusque-là. Parce qu'on a beaucoup de films qui présentent Hitler au Berghof, mais on n'avait pas de film d'Eva Braun, qui était la seule autorisée à filmer l'intimité. On n'avait pas un travail comme celui-là pour rendre compte de ce qu'était ce séjour. Alors, pourquoi ce lieu au départ? Qu'est-ce qui a séduit particulièrement Hitler? À quel moment? C'est la promenade au tout début des années 20, c'est Dietrich Eckart, son premier mentor, qui l'emmène sur cette montagne qui est pleine de légendes. Barberousse dormirait pour venir, avant de venir réveiller l'Allemagne pour Milan. Mais il y a aussi des légendes un peu romantiques, la petite Judith Platter qui était amoureuse de son moine et qui se suicide parce qu'elle ne peut pas l'épouser. Bref, c'était un lieu de villégiature très, très prisé. Brahms, Strauss, des écrivains venaient passer du temps là-bas parce qu'il faut reconnaître que l'endroit est absolument sublime. Et Hitler s'y installe, d'abord en location, et puis après le putsch de 23, il y écrit quand même la deuxième partie, on appelle ça le deuxième volume de Mein Kampf, et puis de location en location, il va arriver à acheter un petit chalet, la maison Wachenfeld, du nom de sa propriétaire, qui va progressivement devenir le Berghof parce qu'on va l'insérer dans un ensemble de bâtiments pour y mettre des services. À peu près 200 personnes travaillent au Berghof au service d'Hitler. Alors il y a plusieurs questions intéressantes autour du Berghof que vous évoquez dans votre ouvrage. Il y a notamment ce projet d'attentat contre Hitler, la fameuse opération Foxley. De quoi s'agit-il? Alors d'abord, il y a eu, on va dire, 2 tentatives d'attentat au Berghof. Il y en a une dans un film de Fritz Lang, en 1940, un film qui a été très critiqué par les États-Unis puisqu'ils voulaient encore être neutres à ce moment-là. Et on ne sait pas si ça a donné des idées au SOE pour monter un projet d'attentat contre Hitler. Fin 43, début 44, et tout était prêt. Des parachutistes polonais devaient être largués sur la région. Avec un fusil à lunettes, on devait essayer de tuer Hitler pendant sa promenade parce qu'on savait
que tous les jours, il faisait la même promenade, assez déprimante d'ailleurs, entre son chalet et une petite maison où on lui servait une tasse de thé, où on lui donnait un morceau d'Apfelstrudel. Donc on savait ça. Et en fait, tout était quasiment prêt. Et puis finalement, les Anglais renoncent. Au printemps 1944, et il y a un rapport absolument extraordinaire qui est envoyé à Churchill, dans lequel son correspondant lui dit, et ça n'est pas de l'humour britannique, il lui dit, de toute façon, au fond, c'est peut-être pas plus mal de laisser vivre Hitler parce qu'il commet tellement d'erreurs qu'il nous rend des services. Ah oui. Et donc on a abandonné ce projet. Mais il y a eu aussi d'autres projets. Il y a par exemple le propriétaire d'un des hôtels, qui était en fait l'hôtel de repos pour les SS blessés, a monté un projet avec un Français dont malheureusement je n'ai pas retrouvé le nom, un prisonnier français. Le prisonnier français en question a réussi à s'évader et le propriétaire de l'hôtel et son épouse ont été contraints de se suicider parce qu'ils pensaient assassiner Hitler pendant une réunion qui se passait dans cet hôtel. C'est une région pleine d'histoires et même de petites histoires. Les visiteurs du Berghof, évidemment, parmi lesquels elle n'y peut rien, la petite Romy Schneider, qui vient avec sa maman à plusieurs reprises, qui va à l'école avec les enfants Bormann, avec les enfants Speer, dont la maman a construit un chalet en contrebas à Berchtesgaden. Enfin, il y a plein de petites histoires. Un dernier point que vous évoquez aussi, c'est le brevet de réduit alpin, que nous évoquons aussi d'ailleurs dans le numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire actuellement en vente. Ce réduit alpin, c'est quelque chose d'un petit peu... C'est très flou, c'est pas quelque chose de très solide. C'est même, mon interprétation, mais c'est aussi un peu celle qui est évoquée dans la revue, c'est que, en fait, mécaniquement, à un moment donné, l'armée allemande se sépare en deux parce qu'elle est enfoncée, et puis une partie va se replier vers le sud, vont remonter vers la Bavière aussi, les effectifs qui viennent d'Italie, et puis tous les dignitaires, qui ont tous un pied-à-terre en Bavière, envoient des trains de matériel, leur personnel, etc., en direction de la Haute-Bavière. Et les Alliés vont finir par croire que les Allemands sont en train de monter ce qu'on appelle le réduit alpin. Ils vont même d'ailleurs modifier leur offensive pour attaquer le réduit alpin, et décider finalement le 25 avril 1945, donc on est vraiment à l'extrême fin, de bombarder l'Obersalzberg. Et là, c'est 300 bombardiers qui vont vitrifier cette montagne d'Hitler. Eh bien, merci beaucoup Thierry Lenz. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le diable sur la montagne, Hitler au Berghof, 1922-1944, aux éditions Perrin.